situation est évidemment une situation complexe. Qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'elle soit aisée à comprendre? Je vais essayer de l'éclairer. D'abord, parlons de ce fameux État islamique, puisque c'est lui, en fin de compte, qui a fait de très loin le plus de bruit dans toute cette affaire. L'État islamique, c'est, qu'on le veuille ou non, la création involontaire de l'intervention américaine en 2003 en Irak. Il s'agissait à l'époque pour les néoconservateurs, en réponse à l'agression de septembre 2001, d'abord de frapper rapidement par une expédition punitive l'Afghanistan, d'y régler rapidement le problème. Il s'agissait d'un théâtre mineur, lointain, secondaire, et de s'attaquer à ce qui, selon eux, était le projet, remodeler ce qu'ils appelaient le Grand Moyen-Orient, à savoir investir l'Irak pour y terminer une guerre qui n'était pas terminée, puisqu'elle avait été entamée en 1991, au lendemain de l'annexion du Koweït, mais où M. Bush, père, avait eu l'intelligence stratégique de laisser au pouvoir un Saddam Hussein affaibli, sans le priver du pouvoir, ce qui aurait été, à l'époque, rendre service à l'Iran, qui restait l'adversaire principal. À vrai dire, 12 ans plus tard, l'Iran restait l'adversaire principal. Il s'agissait donc d'installer, soi-disant, un régime démocratique en Syrie, d'abord en Irak, puis ensuite de se tourner vers la Syrie, d'obliger les Syriens à cesser d'aider le Hezbollah, et ensuite de se tourner vers l'adversaire principal, l'Iran, et de contribuer à y faire un changement de régime. Bon, ce programme a été un fiasco, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout parce que finalement, en Irak, l'intervention américaine n'a pas réussi à s'installer et à créer un semblant d'ordre. Pourquoi? Parce que la première bataille a été aisée à gagner, et puis par la suite, les erreurs se sont multipliées, notamment commises par M. Paul Bremer, qui était le proconsul américain, qui ne connaissait rien à l'Irak. Peut-être qu'il était excellent dans les couloirs washingtoniens, mais enfin sur place, en Irak, aucune espèce de connaissance concrète du terrain, ce qui est évidemment fondamental. Ce n'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis dans les années post-guerre froide, ou guerre froide, pardon. La même erreur avait été commise avec la guerre du Vietnam. Un homme comme Bernard Fall, le meilleur spécialiste des questions vietnamiennes, qui était un homme de terrain et un homme de savoir, qui est mort sur le terrain en sautant sur un mine en 1967, avait dès le début, avant 67, indiqué pourquoi les États-Unis ne gagneraient pas la guerre si on continuait à s'embarquer comme on s'y était embarqué, sans connaissance véritable de la société à laquelle on s'attaque, de ses conditions concrètes, et non pas d'avoir une vision idéologique, tout en rappelant que, ma foi, penser que ce sont les autres qui ont une idéologie et que soi-même on n'en a pas, c'est une erreur que les Américains ont souvent commise. Donc, en ce qui concerne l'Irak, M. Paul Bremer ne savait rien de l'Irak, et il a suivi les conseils, entre autres, d'Ahmed Chalabi, un chiite, qui l'a conseillé. Alors, est-ce que c'est exprès ou pas, mais formal, en lui proposant de renvoyer les 500 000 hommes de troupes chez eux sans solde, parce qu'il y avait beaucoup de bassistes et beaucoup, évidemment, de sunnites dans l'armée. Ensuite, il a fait une seconde erreur encore plus importante. Il a dit tous ceux qui ont appartenu au parti Baas, le parti de Saddam Hussein, ne pourront pas faire partie du noyau de la future administration, un peu comme si on décrétait que ceux qui avaient été membres du Parti communiste ne pourraient pas faire partie de la future administration. Or, il y avait des tas de gens qui étaient membres du Parti communiste et qui étaient juste
membres du Parti communiste de 3e catégorie, très contents d'avoir un boulot parce qu'ils avaient la carte du parti. Même chose pour le BAS. Éliminer les dirigeants, c'est une chose, éliminer les cadres majeurs, c'est une chose, mais frapper n'importe qui sous prétexte qu'en fin de compte, il a la carte du parti, eh ben, c'est en somme marginaliser entièrement les sunnites. Et les sunnites, 20% de la population, dans un Irak composé de sunnites, 20%, chiites, en gros 60%, et kurdes, à peu près 20%. Alors, ces 20% de sunnites ont été pris à rebrousse-poil, et leur réaction a été extrêmement facile à comprendre. Ils ont dit, d'accord, oui, c'est vrai, nous sommes au pouvoir, on est au pouvoir avec M. Saddam Hussein, mais on était au pouvoir avant Saddam Hussein, du temps du colonel Qassem. On était au pouvoir avant le colonel Qassem. Nous étions au pouvoir du temps de la royauté. On était au pouvoir également à l'époque du mandat anglais. Lorsque les Anglais sont venus, ils se sont appuyés sur les sunnites. Et avant ça, bien sûr, à l'époque de l'Empire ottoman, eh bien, nous étions, bien sûr, au pouvoir en tant que sunnites, l'Empire ottoman étant sunnite. Et les voilà, ces étrangers arrivent, et puis ils nous disent, bon, bah, c'est fini, poussez-vous, on va mettre au pouvoir la majorité, puisque c'est démocratique. Et qui est cette majorité? Les chiites, que nous considérons, alors je ne juge pas si c'est à tort ou à raison, mais nous considérons, nous sunnites, que les chiites sont des hérétiques, que nous sommes contents d'avoir toujours dominés et marginalisés, et en plus, ils avantagent des Kurdes, qui sont même pas arabes, et que pendant 60 ans, nous avons combattu. Est-ce que je suis content, moi, en tant que sunnite? Non. Donc, je passe dans l'opposition concrète, et je m'oppose à l'occupation américaine. Comment est-ce que je m'y oppose? Pas par la guérilla, puisque le terrain est plat. La Mésopotamie, chacun sait, c'est cette plaine qui se trouve entre deux fleuves. Mais par contre, on peut faire du terrorisme urbain. On peut aussi, en ville, je veux dire hors de la ville, on peut également empêcher la circulation avec des mines improvisées, etc. Dès le début, donc, les choses ne s'arrangent pas. Et puis très rapidement, il y a des incidents extrêmement graves, comme par exemple l'année suivante, en 2004, il y a des accrochages autour de la ville de Fallujah. Il y a également le scandale de la prison d'Abu Ghraib, avec des photos absolument inédites, des photos non pas de torture, puisque tout le monde torture dans la région. Être attrapé par la police de Saddam Hussein, c'était être immédiatement torturé, mais là non, là on a des photos d'humiliation sexuelle. On a cette fameuse photo que certains d'entre vous ont certainement vue, d'un prisonnier à quatre pattes, nu, tenu en laisse par une jeune soldate américaine. On a aussi d'autres photos de groupe, avec des types entremêlés, nus, etc. Enfin bref, quelque chose que la dignité locale, encore plus qu'ailleurs, parce qu'il y a une très grande pudibonderie de ce côté-là, n'accepte absolument pas. Et les types ont dit, voilà, alors c'est comme ça que vous nous amenez la démocratie, merci beaucoup. Et les erreurs politiques qui avaient été commises déjà contre les sunnites se sont retournées également contre les Américains, parce que d'autres ont également été choqués. Donc, ça ne marchait pas du tout. Le seul général américain qui avait un peu compris de quoi il s'agissait, c'est-à-dire le terrain, le général Petraeus, qui est arrivé au pouvoir en 2007, c'est-à-dire tard, lorsque déjà les choses étaient largement gâtées. Lui, il s'est appuyé sur des tribus en leur disant, écoutez, on vous entraîne, on vous organise, on vous arme, on vous paye, tournez-vous contre Al-Qaïda. Al-Qaïda qui est fait d'étrangers, c'est tous des djihadistes d'ailleurs, et qui prétendent vous apprendre à devenir des vrais musulmans, alors que vous êtes musulmans depuis le 7e siècle. Alors effectivement, il a réussi de ce côté-là à créer une brèche. Il s'est débarrassé du dirigeant particulier, Zaghraoui, d'Al-Qaïda de l'époque, mais il a été au pouvoir très peu de temps. Finalement, lorsque les Américains vont partir, en 2011, rien n'est réglé, ni le statut de la ville de Kirkouk que les Kurdes réclamaient comme étant leur véritable capitale, ni à qui appartiendra le pétrole et comment est-ce qu'il serait divisé entre sunnites, chiites et kurdes. Enfin bref, rien n'avait été réglé, le désordre régnait et
le nombre des attentats en 2011 est aussi important qu'il l'était en 2004 ou 2005. Entre-temps, le fameux État islamique, qui s'appelait à l'époque d'Irak, dirigé par un certain al-Baghdadi, le nom indique bien d'où il est, se renforce. Et en 2011, eh bien, il se passe quelque chose de totalement inattendu, de complètement imprévu. Quand on est au Moyen-Orient, les gens vous expliquent que c'est un complot américain, que le printemps arabe, c'est un truc fait par les Américains et les Israéliens. Enfin, c'est un peu ça la façon de voir l'histoire dans la région. Tout est toujours attribué à un complot. Et c'est en 2011 donc que s'écroule le régime dictatorial de M. Ben Ali en Tunisie, que s'écroule le régime dictatorial de M. Moubarak en Égypte. C'est le moment où M. Sarkozy, tout particulièrement, a l'excellente idée de lancer une opération en direction de l'Irak et outrepassant avec les Britanniques et ensuite avec les États-Unis le mandat des Nations Unies qui était de protéger Benghazi. On se débarrasse du dictateur, alors que si ça avait été fait par les Russes et les Chinois, on aurait crié à l'intolérable, à la violation absolue de la légalité internationale, etc., etc. C'est-à-dire que nous avons, nous, Européens et Occidentaux, une façon de regarder les droits de l'homme avec une géométrie très variable. Donc, le régime tombe. Depuis d'ailleurs, le calme ne règne pas. C'est le même désordre. Et au contraire, le dégât collatéral dans la zone sahélienne continue avec le Mali et d'autres dégâts au Niger, etc. Et puis finalement, après être passé par le Bahreïn, après être passé par le Yémen, où le désordre s'installe également, on arrive en Syrie, où il y a des manifestations contre la dictature. Assez rapidement, un an après, très difficile à dire quand, mais enfin bref, les islamistes sont très rapidement présents, peut-être aidés en partie par Bachar el-Assad qui en libère de prison. En tout cas, toujours est-il que très rapidement, les forces dites démocratiques se révèlent minoritaires et que les gens de al-Baghdadi, c'est-à-dire les sunnites irakiens, se disent, bon ben, montons en Syrie, la situation y est beaucoup plus favorable dans le cadre de cette guerre civile, la frontière turque est ouverte, on va recevoir une foule d'apprentis djihadistes qui vont venir nous renforcer et on va comme ça pouvoir beaucoup mieux recevoir des armes, beaucoup mieux recevoir du matériel humain. On cherche du côté d'al-Baghdadi l'alliance avec Al-Qaïda, puis ensuite on rompt avec Al-Qaïda en se disant que ma foi, on peut peut-être faire 100. Et puis en 2014, c'est l'entrée d'Al-Qaïda, pardon, excusez-moi, c'est l'entrée d'Al-Baghdadi en Irak, à nouveau, et l'effondrement de l'armée irakienne, longuement entraînée par les Américains pendant des années et des années, et qui s'effondre plutôt que de défendre Mossoul. Pourquoi est-ce que cette armée qui avait été formée par les Américains est très bien formée, on peut être très bien formé et s'effondrer, parce qu'ils n'avaient pas le désir de combattre, ils n'avaient pas le désir de combattre parce qu'ils étaient minés par la corruption. Il y a deux types de colonels dans les armées. Il y a les colonels qui vous disent « allez-y les gars », et puis ils sont à l'arrière, et puis il y a ceux qui disent « suivez-moi ». Bon, ben voilà. Et quand on vous dit « suivez-moi », ben vous y allez, et quand on vous dit « allez-y », ça dépend si on a envie d'y aller et si on a confiance dans celui qui vous dit d'y aller. Donc il n'y avait aucune confiance, on savait très bien que quand il y avait 1000 hommes dans une unité particulière de déclarés, il y en avait en fait 600 ou 700 et que les 300 manquants, l'argent était empoché par le colonel et puis par les quelques-uns qui couvraient ces pratiques. Bref, Mossoul tombe très rapidement. D'un seul coup, le mouvement devient ultra connu. Mossoul, c'est quand même la deuxième ville d'Irak. Et al-Baghdadi va, dans la foulée, se proclamer calife. C'est un coup de théâtre. C'est un coup de poker, c'est un coup de théâtre. Et
le mouvement va se distinguer par un style totalement à lui. En général, quand on faisait des massacres, on ne se vantait pas d'avoir massacré. Le massacre, ça se faisait comme ça, en disant, ben voilà, ça a été très dur, et puis bon, on les a massacrés parce qu'ils se sont défendus. Enfin, on n'insistait pas là-dessus. Eux, qui étaient des enfants d'Hollywood, et qui ont appris justement à filmer correctement et à avoir des vidéos formidables. Enfin, il ne faut pas oublier que nous sommes à une époque où justement la circulation en communication a été complètement modifiée et que là, à côté des images un peu plates d'Al-Qaïda des années 2003, 4, 5, 6, on a au contraire en 2013, 14, 15, 16 des images admirables, remarquablement montées, etc., avec une théâtralisation de l'horreur. On a donc ces gens de l'État islamique qui vont travailler justement dans l'horreur assumée. C'est-à-dire, je montre les choses atroces que je fais. C'est-à-dire que si je brûle par, comment dirais-je, par représailles un pilote jordanien, je vais le montrer en train de brûler vif dans une cage de verre. Ensuite, je vais faire couper la tête d'un certain nombre de types au bord d'une piscine. Je fais filmer. Et je balance tout ça chez les Occidentaux, et qui sont assez aimables pour montrer ces images une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il y en a même qui se font un plaisir de le filmer en continu jusqu'à déstabiliser les esprits, parce que, rappelons-le, le terrorisme, c'est avant tout une arme psychologique. Le vieux Aaron, qui connaissait la musique, avait très bien dit peut être considéré comme terroriste toute action violente dont l'impact psychologique dépasse de très loin les effets physiques. Il y a eu 3000 morts aux États-Unis en septembre 2001. Bon, il y a 60 ans qu'on en parle, ou 50 ans qu'on en parle, ou 30 ans qu'on en parle. Enfin bref, le tam-tam qu'on a fait autour dépasse largement les 3000 personnes qui sont mortes. C'est ça qui compte. Eh bien nous avons relayé tout cela à gogo, au point que ici, on a le sentiment que, ma foi, c'est terrible, c'est atroce, c'est la chose principale, c'est le... bon, etc. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En tout cas, ils dament le pion à tous les autres mouvements, Al-Qaïda à côté féminable, les autres, Harar el-Sham, qui sont des salafistes et qui font leur petit travail plus doucereux, etc. Bon, ça passe dans la rubrique « Les forces de l'opposition », sans nous expliquer d'ailleurs qui c'est, ces fameuses forces de l'opposition. Est-ce que c'est des démocrates? Non. Où sont les démocrates? Dans quel hôtel sont-ils descendus? Car ils ne sont pas nombreux. Bref, on a le sentiment qu'il y a le Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, d'Irak et du Levant, rien de moins, et qui affirme, à partir d'un moment, eh bien, voilà, nous avons effacé la frontière définie par M. Sykes et M. Picot pendant la Première Guerre mondiale, entre l'Irak et la Syrie. Deuxièmement, nous avons territorialisé, nous sommes les premiers à avoir territorialisé ce que nous possédons. Alors là, ils se moquent de nous, parce que, qu'est-ce qu'ils ont territorialisé? Moi, je peux l'avoir, cette carte-là? Bon, voilà la carte de la Syrie. Tout ce qui est blanc, là, c'est du désert. Alors les journalistes nous ont expliqué qu'ils dominaient un territoire grand comme la Grande-Bretagne. Oui, sauf qu'il n'y avait personne. Bon. C'est-à-dire qu'il y a juste le fleuve qui a disparu et qu'on appelle l'Euphrate, avec Raqqa, des résorts, voilà, c'est tout. Palmyre, c'est au milieu de nulle part. Moi, j'ai traversé ça très souvent, entre Damas et Kamishli. On partait de Damas de nuit, on roulait de nuit, on s'arrêtait ici pour manger un casse-croûte, et puis après ça, on roulait de nuit et on traversait que du désert. Rien, rien, rien et rien. Bon, eh bien, ils dominaient le rien, tranquillement. C'est-à-dire qu'ils avaient moins d'1 million de gens sous leur contrôle, ici et ici, le long du fleuve. Tout le reste, c'était nul. Bon, nous nous sommes intoxiqués nous-mêmes sur l'importance de ce mouvement. Bon, parce que les types font pas leur travail. Faut être un peu géographe aussi. La Syrie,
dite utile. Il y a des types qui me sont tombés dessus en disant d'utile, c'est raciste. Non, non, c'est un terme géographique. Voilà, c'est ça. C'est la Syrie, en quelque sorte, à 2 pas de la mer. C'est la Syrie peuplée. Ici, Alep, Idlib, Hama, Homs, Damas, Deraa. Bon. À part Idlib et Deraa, tout le reste, y compris Alep aujourd'hui, est tenu par le régime. Bon. Le régime avait perdu une petite partie ici, 20%. Le régime a eu quelques attentats autour de Damas. À Hama et à Homs, dans l'ensemble, rien en ville de sérieux. Et la zone strictement alawite, c'est-à-dire cette minorité qui tient le pays depuis 2 générations, l'attaquer est Tartous. Bon. Donc, cette situation faisait que le mouvement ne contrôlait pas grand-chose du point de vue de la population. De surcroît, les quelques 20 000, ou peut-être plus, djihadistes qui sont venus se joindre à ce qu'on appelle Daesh, ils venaient d'ailleurs. C'était des musulmans. Mais est-ce que c'était des arabophones? Ça, c'est la question numéro 1. Certainement pas dans le cas des Tcherkesses, certainement pas dans le cas des Ouzbeks, certainement pas dans le cas d'un certain nombre d'autres. Et est-ce qu'ils parlaient l'arabe local? La réponse, non. C'est-à-dire qu'un Marocain, un Algérien, un Tunisien, ça ne parle pas du tout l'arabe utilisé en Syrie, qui est un arabe syro-palestinien. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir comme force de combat, mais certainement pas comme force politique mobilisatrice, étant capable d'avoir une mobilisation de la population. Tout ça, c'est très important. C'est-à-dire que ces types qui aujourd'hui savent très bien que bon, faire la guérilla, ça veut dire aussi dominer administrativement un pays, ça veut dire organiser une ville quand on a la chance de pouvoir l'investir, ben, il faut pouvoir parler la langue des gens. Il faut pouvoir leur dire ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir, ce qu'ils font d'habitude, convaincre les très jeunes, entre l'âge de 11 ans et l'âge de 15-16 ans, que c'est eux qui ont raison, que c'est eux qui disposent des armes, que c'est formidable de faire partie du djihadisme, que c'est une épopée qu'on est en train de vivre, etc., etc. Bon, voilà les choses qu'il faut pouvoir faire. Encore faut-il parler une langue que les gens puissent entendre. Exactement comme Guevara, en Bolivie, ne pouvait pas communiquer avec les Indiens pour la bonne raison qu'ils ne parlaient pas l'espagnol. Bon. Donc, très important, tout ça était mal connu des observateurs, vu qu'ils ne parlaient pas non plus l'arabe, et qu'ils n'avaient pas lu de bouquin pour savoir comment ça se passe entre un Maghrébin et un Syrien. Et donc, l'implantation a toujours été relativement légère du point de vue de la pénétration, comment dirais-je, dans la persuasion, et au contraire très forte du côté de la coercition et du fait que tu fais ce que je te dis et c'est tout. Bon. Donc ces mouvements qui ont paru extraordinairement importants du point de vue de l'horreur, du point de vue de la théâtralisation de la terreur, etc. Bon, à quoi est-ce que ça tenait? Pourquoi est-ce qu'ils utilisaient ça? Ben, c'est très simple. Je veux dire, quand vous n'êtes pas nombreux, vous faites comme les Mongols. Les Mongols n'étaient pas nombreux, ben, ce qu'ils faisaient, c'était terroriser, c'est-à-dire que on prévient une ville, ou bien vous vous rendez et ça va, à ce moment-là, vous partez, on ne va pas vous massacrer, ou alors vous décidez de résister, parfait, vous décidez de résister, ben, il n'y aura pas de quartier, on tuera tout le monde, sauf quelques-uns, de façon à ce qu'ils fuient en avant, et qu'ils aillent dire, ah, ils sont terribles, attention, et la prochaine fois qu'on nous annonce, ah, voilà les Mongols, les types, ils doivent mollir rien qu'à l'idée que vous arrivez. Voilà, c'est ça la terreur. C'est attention, les v'là. Comme j'entends ici quelques petites vieilles qui me disent qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont revenir les 500 mecs, soi-disant. On va les tuer, puis c'est tout. Bon, alors, bref. Donc, cette publicité, ils se la sont faite, et ça a très très bien marché. Les autres mouvements, on n'en parlait plus, ou alors c'était les forces de l'opposition, c'est-à-dire, bon... Dans la pratique, qui les aidait? Alors, eh bien, ceux qui les ont aidés sont plus nombreux qu'on ne le pense. D'une part, la Turquie a considérablement aidé, entre autres parce que ça leur permettait de lutter contre les Kurdes de Syrie, qui le détestent plus que tout. Sinon,
ils détestent encore plus les Kurdes de Turquie proprement dit, bien que d'après eux, c'est de toute façon des cousins. Ensuite, M. Erdogan s'est révélé pour ce qu'il a toujours été, depuis qu'il était avec M. Erbakan en tant que maire d'Istanbul, où il était mis en prison par les militaires qui n'étaient pas plus démocrates que lui à l'époque d'ailleurs. C'est un islamiste, indiscutablement, un militant sunnite, qui est pour les frères musulmans et qui est en train de bâtir une dictature de type sunnite en espérant que la Turquie va, disons, occuper un rôle considérable, bien qu'à l'heure actuelle, il soit relativement isolé, vu que, en somme, chez les Arabes, il s'est aperçu que les Turcs n'étaient pas particulièrement populaires, qu'avec la Russie, les alliances étaient strictement circonstancielles et que même les Américains, aujourd'hui, ne lui font pas la partie facile puisqu'ils lui ont interdit, en quelque sorte, de rentrer à l'intérieur de la Syrie en interposant leurs propres troupes. Donc la situation est compliquée. Les alliés sont des alliés circonstanciels qu'on essaye de maintenir en disant tu peux aller jusque-là et voilà jusqu'où tu peux aller trop loin et au-delà, attention. Bon. Alors ce mouvement, donc, le Daesh, aujourd'hui, eh bien, il est en recul. Ils ont fait une partie de poker menteur, en définitive, en prétendant que, voilà, il n'y a plus de frontières entre la Syrie et l'Irak, nous avons territorialisé, c'est nous qu'on arrive, etc. On est très fort. S'ils étaient très forts, ils seraient à Bagdad. S'ils étaient très forts, ils seraient à Damas. Non. C'était une partie soufflée, sauf que, effectivement, ils avaient des militants prêts à tout, prêts à mourir, extraordinairement motivés, déterminés, sachant se battre. Bon, disons 30 000 hommes ou peut-être 40 000, bien entraînés, etc. Et qui, aujourd'hui, ont fait la preuve avec le siège de Mossoul, qui n'est pas tout à fait terminé, de leur détermination, de leur capacité de résister. En somme, ils vont perdre, mais ils ont sauvé l'aura du mouvement, ils ont sauvé l'idéologie du mouvement, ils ont sauvé, entre guillemets, ce qu'on appelle en général, dans ce genre de baroud d'honneur, l'honneur. Bon, effectivement, on peut imaginer que les types disent ils sont formidables. Bon, très bien, ils se battent, très bien. Voilà. Et le mouvement n'est pas fini, mais il est sur le recul. Et demain, eh bien, il va falloir qu'ils se battent sur Raqqa. Et à Raqqa, ils vont aussi mordre la poussière. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en face d'eux, ils ont une troupe très déterminée, paradoxalement aidée aujourd'hui à la fois par les États-Unis et à la fois par la Russie, les Kurdes de Syrie. Les Kurdes de Syrie, moi j'ai eu l'occasion de leur rendre visite une dizaine de jours. Bon, j'ai vu la qualité du matériel humain, extrêmement déterminé, roide. C'est le genre de troupe avec lesquelles on fait des combattants fantastiques, et peut-être demain une tyrannie, possible. Bon, c'est comme ça dans la vie. J'ai vu ça par exemple par ailleurs avec les Tigres tamouls ou bien avec le front érythréen de libération qui est aujourd'hui une tyrannie, d'accord. Enfin bref, toujours est-il que comme force combattante, ils sont non remplaçables. C'est pourquoi ils sont aidés à la fois par les Américains et par les Russes. Et les Turcs, malgré leur désir d'en découdre avec eux, eh ben, ils sont interdits de pénétrer sur le territoire syrien. Hier, du point de vue terrestre, mais aujourd'hui, même du point de vue aérien, les États-Unis ne veulent pas qu'ils bombardent les positions tenues par les militants kurdes et leurs alliés arabes qui avancent vers Raqqa, dont la bataille va commencer bientôt et qui va durer plusieurs mois. Voilà la situation telle qu'elle se présente sur le plan militaire. Donc, fiasco, il n'y a pas de victoire militaire des islamistes, contrairement à ce qui a paru à un moment aux alentours de 2014-2015. La situation a été renversée par quoi et par qui? Pas par Bachar al-Assad lui-même, ça s'est fait au nom de Bachar al-Assad, considérant que lui ne voulait pas détruire l'Occident, lui ne voulait pas être l'adversaire principal de tout ce que nous pensons être notre façon de voir le monde. Et ça a été fait par la Russie entre septembre 2015
et l'été 2016, par une série de bombardements extrêmement importants, non seulement contre l'État islamique, mais contre tous les mouvements, particulièrement Al-Qaïda qui a changé de sigle entre-temps. Al-Qaïda qui s'appelait Jabhat al-Nusra, maintenant s'appelle Harar al-Sham. Ça a changé de nom, ça ne vous fait pas changer de nature. Simplement, ils font plus présentable en disant qu'ils n'appartiennent pas à Al-Qaïda. Bon, ils ont été bombardés. Les Américains, avec M. Trump, se révèlent en définitive plus actifs que du temps du président Obama, qui lui a fait d'ailleurs des remarquables choses par ailleurs en Ukraine ou bien sur le front de la mer de Chine. Mais enfin, c'est vrai que en Syrie et en Irak, il a été minimaliste. Dans la pratique, aujourd'hui, cette nouvelle équipe, il faut voir davantage ce qu'elle fait que ce que dit M. Trump. Il ne faut pas s'arrêter à ses déclarations. Dans la pratique, ils se sont révélés beaucoup plus modérés que le discours et en même temps plus actifs que le président précédent. Dernièrement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu utilisation de gaz sarin par le pouvoir bassiste. Bon, alors en général, quand on réunit des experts autour d'un plateau télévisuel, s'ils sont 4, il y en a 4 qui vont dire c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire c'est une condamnation que je comprends parfaitement, mais enfin ça explique quoi? À partir du moment où j'ai dit c'est pas bien d'employer du gaz sarin, qu'est-ce que j'ai expliqué? Bon, ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi ce type qui sait que le gaz sarin, c'est pas bien l'utiliser, pourquoi est-ce qu'il le fait? D'accord? Est-ce que c'est pas ça la bonne question? La bonne question, c'est celle-là, effectivement. C'est-à-dire que la commission, entre autres française, qui a examiné la chose, annonce qu'il y a eu 87 morts. Bon, c'est pas Hiroshima. Il y a eu 87 morts. Bon, je fais ça, je sais que je vais être critiqué, je vais tuer 87 personnes. Je ne sais pas que je vais en tuer 87, mais enfin, je sais que je ne vais pas en tuer beaucoup. Mais par contre, je vais provoquer, par l'utilisation de ce gaz, la panique de milliers qui vont fuir. Exact? Bon, c'est ça que je veux. Je veux que les sunnites qui se trouvent là foutent le camp vers le nord. Je veux qu'ils déblayent. Et qu'est-ce que je veux mettre à la place? Qu'est-ce que je veux mettre à la place? Si je suis chiite, je vais mettre des chiites. C'est-à-dire, je vais, avec la bénédiction de l'Iran, essayer de recomposer confessionnellement, en partie, le pays. Il y a pas mal de gens qui sont partis. Je ne dis pas que c'est tous que des sunnites. Il y a des chrétiens qui sont partis, etc., etc. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dehors et qui ne vont pas nécessairement rentrer dedans. Il y a des déplacés de l'intérieur qui ne vont pas nécessairement retrouver leur maison. Les Iraniens, aujourd'hui, sont les vainqueurs de cette affaire. Provisoire peut-être, ça va dépendre de M. Trump. Mais pour l'instant, les Iraniens ont marqué des points. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conforté ce régime. Ils ont formé 50 000 miliciens locaux. Ils ont amené des miliciens d'Irak, chiites. Ils ont amené des troupes d'Iran, chiites. Ils ont amené des régiments entiers de chiites pakistanais et de chiites hazaras afghans avec leurs familles qui vont rester là. C'est-à-dire qu'ils participent de cette recomposition de façon à avoir le fameux arc chiite dont s'inquiètent les Saoudiens. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer. Voilà ce qu'on devrait nous expliquer au lieu de nous raconter que c'est pas bien de lancer des bombes. Bien sûr que c'est pas bien de lancer des bombes, bien sûr que c'est pas bien de faire des victimes, mais ça c'est l'évident. Si c'est pour ça que vous êtes payé, c'est pas la peine. Il faut expliquer les choses en disant voilà comment ça se passe. Et c'est pas joli, c'est pas bien, mais voilà, c'est comme ça. C'est ça le but, c'est ce qui se passe qui est intéressant. Ça c'est de la stratégie, ça c'est une vision militaire de la chose. Voilà. Quant aux morts, ils sont le produit de n'importe quelle espèce de conflit, où que ce soit, depuis l'aube des temps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu un bouquin qui s'appelle Sapiens. C'est un bouquin qui s'appelle, sous-titre, Brève histoire de l'humanité. Il raconte les 70 000 années qui nous précèdent, une histoire de la famille, quoi. Et vous lisez et ça va vous comment dirais-je,
vous conforter dans l'idée que vous aviez probablement que nous sommes une espèce meurtrière. Voilà. Bon, en tout cas, voilà les choses telles qu'elles se passent sur le terrain. Ça va? On m'entend? On m'entend plus? Bon, je vais être obligé de parler plus fort. Bon, voilà les choses telles qu'elles se passent sur le terrain. Et qu'est-ce qui se passe à l'échelle donc de la Russie dans cette affaire? Pourquoi les Russes font ce qu'ils font? Ben, les Russes font ce qu'ils font parce que la Syrie est un vieil allié depuis bien avant la chute de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui reste comme allié arabe. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le Yémen du Sud, il y a eu l'Égypte, enfin tout a été perdu. Il y a eu l'Irak. C'est le seul allié qui reste, le seul allié qui permette d'avoir un débouché sur la Méditerranée avec Tartous, avec Latakia, avec une base d'écoute, avec etc. etc. Bon, ben, c'est pas qu'ils soient mariés avec Bachar el-Assad. Ce qu'ils veulent, c'est un régime qui ne soit pas hostile aux Russes. Voilà. Donc Bachar, il sera lâché le jour où ils auront décidé qu'il est plus utile. C'est ça la politique aussi. Simplement, ils ont mis dans cette affaire une énergie que d'autres n'ont pas su. Nous, on a beaucoup parlé, on a fait le minimum. Les Américains ont dit des choses, mais ils en ont fait relativement peu sur le terrain. Maintenant, on va voir ce que va faire M. Trump, parce que finalement, il n'y a qu'un début. Il nous dit qu'au lendemain de ce gaz, il a lancé 59 missiles de croisière. Est-ce que l'un de vous sait ce qu'a produit comme résultat les 59 missiles de croisière? Est-ce qu'on vous a dit on a tué tant de mecs, on a supprimé ceci, cela? Bon, peut-être un militaire par-ci par-là sait que bon, on a tué quelques mecs, etc. Mais enfin, c'est pas une hécatombe. Hein. C'est-à-dire, on a indiqué que attention, on a les moyens. Et en plus, je le fais ici, mais c'est pour dire aussi qu'aux Coréens, par exemple, du Nord, ben, je peux aussi le faire ailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle de la gesticulation pratique, mais ce n'est pas une action proprement militaire destinée à être coûteuse en face. C'est j'avertis. Donc, jusqu'à présent, nous ne savons pas très bien ce qu'ils vont faire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que, contrairement aux apparences, M. Trump est militairement bien entouré. James Mattis, un général sérieux et pragmatique. Le général McMaster, c'est un type sérieux. Monsieur John Kelly, c'est un type sérieux. Enfin bref, l'ex-patron de ExxonMobil, Rex Tillerson, c'est pas un charlot. Enfin bref, là, il y a le seul type vraiment rigolo qu'il avait dans son équipe, et là il a été vidé, c'était Michael Flynn. Bon, il est parti. Bon, maintenant, on va voir si M. Bannon, qui était l'idéologue décrétant que nous sommes dans une guerre de civilisation, bon, la guerre de civilisation, elle s'est passée au XIXe siècle, pour ceux qui sont un peu historiens. C'est lorsque il y a eu l'irruption brutale de l'Europe dans le reste du monde qu'il y a eu un choc des civilisations. Et ce choc des civilisations, il avait commencé, soit dit par parenthèse, pour ceux qui ont un peu de culture historique, quand nous sommes rentrés au Mexique et au Pérou. Voilà, ça c'est un choc de civilisation. Ils nous ont pris en pleine gueule. Voilà. Choc de civilisation de quoi, je veux dire, aujourd'hui, c'est de la blague. Donc, quant à l'importance, vous m'excuserez si je vais un peu vite, hein, moi, je vais laisser du temps aux questions-réponses, parce qu'en fait, ce que je sais, je le sais, tandis que ce que vous avez envie de savoir, on va voir. Donc l'importance de cette histoire-là, enfin de toutes ces bombes, etc., qui font beaucoup de bruit, qui sont là, la une, et qui font, en fin de compte, les recettes d'un certain nombre de télés. C'est quoi? Ils changent quoi du monde? D'accord. C'est pas marrant de prendre l'avion, il faut enlever ses pompes, on perd du temps, etc., etc. De temps en temps, il y a une bombe, un dégât collatéral pour nous, mais enfin, nous ne sommes pas en guerre, c'est pas vrai, c'est du bidon, on n'est pas en guerre. Si on était en guerre, vous le sauriez, on serait peut-être même pas dans cette salle. Bon, donc, c'est, disons, le dégât collatéral d'un conflit dans lequel nous sommes mêlés de façon indirecte. Qu'est-ce qu'ils vont réaliser? Ils sont au pouvoir où? Nulle part. Ils vont être au pouvoir où? Nulle part. Ils aiment bosser. Le mot de travail est-il prononcé? Jamais. Le mot de travail n'est jamais prononcé. Le programme économique, que dalle.
C'est quoi? Je veux retourner à la gloire supposée des premiers siècles de l'islam. C'est-à-dire, je retourne vers l'âge d'or. C'est pas un programme, ça. C'est à la rigueur une utopie stimulante. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, très franchement, qu'est-ce qui s'est passé d'important dans les 25 dernières années? C'est la montée de la Chine. Ça, c'est sérieux. Les mecs, ils ont bossé. Ils sont les numéros 2. C'est la montée de l'Inde. Sur une échelle plus petite, c'est les Coréens du Sud qui fabriquent plus de bateaux à eux seuls que toute l'Europe entière. Pendant que nous, enfin une partie d'entre nous, en glandons le moins possible. Voilà. Donc voilà le monde tel qu'il change. C'est pas du tout ceux qui font le plus de bruit. Hein, c'est un choc sonore. Voilà, c'est un choc sonore. Ils lancent beaucoup de pétards. Mais dans la pratique, ils ont hélas tué pour eux beaucoup de musulmans, très peu de non-musulmans, 2,5 à l'échelle du monde. 97,5% des victimes sont musulmanes. Bravo, c'est sympa, c'est bien. Et ensuite, il y a comment dirais-je, ce match entre sunnites et chiites que nous avons, nous, connu aussi, pendant presque 2 siècles, entre catholiques et protestants. Et puis, voilà. Pour l'instant, c'est les vainqueurs dans cette affaire, c'est les Iraniens. Pourquoi? Il y a une raison. Non seulement c'est une grande civilisation, mais aussi, ils ont un clergé qui ressemble à l'église catholique d'autrefois, c'est-à-dire militarisé, un clergé qui ressemble à un mouvement marxiste-léniniste avec une stratégie de long terme, on fait ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait, etc. Et en face, ils ont quoi? Ils ont quelques responsables à Al-Azhar, quelques trucs, etc. Les mouvements, ils s'engueulent entre eux. Qui est pour qui en Syrie? Il n'y a pas 3 mouvements qui travaillent ensemble. Chacun se tire dans les pattes, ils vont arriver à rien, ils se bagarrent entre eux. Lamentable, minable, minable. Même la campagne française, elle a de la décence à côté. Voilà. Donc, très franchement, je veux dire, ils vont arriver à rien du tout, sinon à faire du bruit pendant encore 15 ans, parce que l'idéologie n'est pas morte. L'idéologie, ça ne se bombarde pas. Ça va continuer. Ils vont essayer d'émigrer ailleurs. Est-ce que ce sera la Libye? Est-ce que ce sera un pays arabe qu'on va essayer de déstabiliser? Ils tenteront le coup. Et puis à chaque fois, ils vont tomber sur un os, parce que les vrais États n'ont pas envie de se laisser phagocyter, de se laisser envahir et transformer, et nous interviendrons. J'entends par là, quand je dis nous, les États-Unis, c'est-à-dire ceux qui font vraiment le poids, les Russes. Et demain, si ça les concerne davantage, les Chinois. Puis voilà.